Bonjour à toutes. Je suis très heureux d'être ici. Aujourd'hui, je m'appelle Monika Bertsky. Je suis le chef de l'unité de sauvegarde pour asesoramiento ambiental estratégico, qui est une société de conseil avec base en Uruguay. Moi, je m'encontre en Italie. Je suis allemand et mon français est limité. Mais je vais essayer de m'expliquer. J'espère que vous m'excusez si il me manque un mot. Mais oui, j'essaie. Je vous bienvenue ici. Et nous va présenter cette session sous comment sauvegarder votre projet de conservation et le système de gestion environnementale et sociale des UICN. Jennifer, pass to you now or later? Non, c'est bon, merci. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer Kelleher, je suis la Programme Officer de Governance, Equity and Rights à UICN, ici à Suisse. Bienvenue. Merci. Ben? Merci Jenny. Bonjour à tous. Moi, je me nomme Ben Diakhaté et je suis l'assistante technique du programme Biopama en Afrique de l'Océan, en Afrique centrale. Et je suis ravie de participer à ce panel. Merci. OK, très bien. Je commence? OK. Donc, on va faire une session sous le ISMS de UICN et nous avons 7 modules. Le premier module, ça c'est l'introduction. Depuis, il y a un module sur les risques environnementaux et sociaux en général. Depuis, nous avons 4 modules un peu plus spécifiques sur les restrictions d'accès et réinstallation, les peuples autochtones, l'héritage culturel et la conservation de la biodiversité. Et pour finir, il y a un module sur les documents ISMS pour bien faire les choses. On commence avec l'introduction. Et parce que ça, c'est très relevant en ces contextes, on commence avec la définition des aires protégées. Les aires protégées sont un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Ça, c'est très relevant en ce contexte parce que, comme tous vous savez, les projets soutenus par UICN souvent se déroulent autour des aires protégées, et spécialement dans le contexte de Biopama. Les activités typiques de UICN, ça se traite des activités pour protéger des espèces, des habitats, aussi les activités pour travailler avec les gens, avec les communautés locales, avec les autochtones. Et il y a aussi les projets avec un élément de construction, normalement pas trop grande, mais c'est possible qu'il y ait les projets avec un élément d'écotourisme, par exemple, où il y a les petits éléments de construction. Et en tout ça, il y a des questions difficiles. Pour longtemps, on a pensé que les projets de conservation, pour ces projets, il n'y a pas de risques environnementaux ou sociaux parce que ces types de projets sont bien intentionnés et pour ça, il n'y a pas de préoccupations. Mais l'histoire a montré que ça, c'est pas vrai, que c'est aussi possible que les projets de conservation causent les dommages s'ils ne pas considèrent des choses importantes pendant la conception et la mise en œuvre des projets de conservation. Quels sont les risques? Ils sont impacts sociaux et environnementaux négatifs déclenchés par le projet. Il y a les risques sociaux et les risques environnementaux.
Cet risque peut être direct ou indirect et il faut appliquer une approche de la prévention. C'est important d'expliquer que ces risques ne sont pas internes, tels que les risques financiers d'un projet. Ils ne sont pas externes, tels que les risques politiques d'un projet. Et ces risques ne sont pas les risques que déjà, on a déjà eu dans l'environnement avant le début du projet. Donc, les risques de qui on parle ici sont les risques déclenchés par le projet, les risques qui résultent d'un projet. Et la réaction de UICN à cette situation a été de développer un système de gestion environnementale et sociale, l'ISMS, Environmental Social Management System. Et ça, c'est l'approche systématique utilisée par UICN pour identifier les risques et concevoir des activités des projets qui les atténuent avec des plans de suivi et des rapports réguliers. Quels sont les principaux risques qu'on trouve dans les projets de conservation? Souvent, il y a les projets qui incluent des activités en le contexte de l'application de la loi et patrouille jamais. C'est toujours possible qu'il y ait les risques dans ce contexte. Souvent, il y a les restrictions d'accès aux ressources, spécialement quand on travaille avec les aires protégées. Il y a les activités sur les terres des peuples autochtones. Ici, il faut considérer beaucoup de choses. Il y a un peu de travaux de construction et aussi la lutte contre les espèces envahissantes. Ce sont les principaux risques, mais ça ne veut dire pas que ce sont les risques, les uniques risques. C'est toujours possible de rencontrer plus de risques que seulement ces. Il y a une classification des risques entre catégories, projet de risque élevé, projet de risque modéré et projet de risque faible. Les projets de risque élevé ont les impacts significatifs dus à la combinaison de situations sociales ou environnementales très sensibles, incidences négatives importantes pour sa gravité, durée, ampleur ou irréversibilité, offre la forte probabilité d'impact négatif. Aussi, les préoccupations du public au groupe de pression. Et depuis les projets de risque modéré, les impacts sont moins importants, oui. Et avec les impacts qui peuvent être facilement traités avec des mesures d'atténuation connues, il y a un degré de raisonnable de certitude sur les impacts et les risques. Et aussi, il y a une entité d'exécution capable de gérer les risques. Et donc, les projets avec le risque faible, il y a des impacts environnementaux ou sociaux négatifs nuls ou négligeables, soit parce qu'il n'y a pas de risque ou les mesures visant à traiter les impacts potentiels sont déjà intégrées dans la conception des projets et devraient être efficaces. Pour vous donner un exemple, pour un projet de risque faible, ça peut être un projet de capacitation d'un groupe de personnes où il n'y a pas un risque de construction, de dommages de l'environnement. Un risque qu'on peut voir dans un projet de capacitation, c'est que pas toutes les personnes ont la même opportunité d'engager dans le projet, dans la capacitation. Ça peut être un risque. Et pour ça, il faut aussi penser à les mesures d'atténuation. D'où viennent les normes et les principes? Ça, c'est un peu d'histoire. Il y avait la mission de l'UICN
toujours sur la biodiversité et les gens. D'ici, on a développé les politiques de l'UICN sur les sujets de développement durable, population autochtone et conservation, les droits humains, l'équité sociale et genre. Et de ces politiques, on a depuis développé le cadre politique de l'ESMS avec les principes et les standards. Et ces cadres politiques ont aussi été influencés pour autres sources, par exemple les sauvegardes de la Banque mondiale, les normes de performance de la SFI, les pratiques et enseignements des projets, les leçons apprises, les outils du UICN, les documents techniques du secrétariat et des commissions. Donc, seulement pour montrer que ce cadre politique a été beaucoup d'influence pour autres documents et leçons apprises. Et donc, de cette étape, on a développé des procédures de révision de l'ESMS et maintenant, il implémente les projets de l'UICN en considération de tout ça. Pour améliorer les performances environnementales et sociales de ces projets. Ici, on voit tout le cadre politique de l'ESMS avec les principes comment une approche en base des droits de l'homme, l'engagement de parties partenaires, consentement libre, informé et préalable, la égalité de genre, les groupes vulnérables, la accountability, pardon, je ne me souviens pas du mot, et divulgation d'informations. Et donc, les 4 standards dans le centre, la réinstallation involontaire et restriction d'accès, population indigène, autochtone, héritage culturel et biodiversité et utilisation durable. Et dans un moment, on va parler un peu plus sur ces 4 standards. Donc, ça, c'est le module sur les risques environnementaux et sociaux généraux. Il y a 7 catégories de risques, comme vous avez vu déjà dans la diapositive antérieure, l'égalité des sexes et risques affectant les groupes vulnérables, risques de violation des droits de l'homme, risques pour la santé, la sûreté et la sécurité de la communauté, travail et conditions de travail et l'efficacité des ressources, pollution, déchets des produits chimiques et enfin le changement climatique. On ne va pas parler sur tous ces sujets, mais on a sélectionné les sujets qu'on trouve qu'à ce moment où vous trouvez, ce sont les sujets plus importants. Donc, le genre, il y a le sujet de l'égalité. Et ici, il est très important de considérer que tous avons les mêmes opportunités. La participation est inclusive. Il y a les écarts entre les sexes et les risques sont relationnés à tout ça. Il y a la discrimination, l'aggravation des conditions existantes et la violence comme risque potentiel. Depuis les groupes vulnérables, et ça c'est très important de comprendre s'il y a des groupes marginalisés ou discriminés dans la zone cible du projet. S'il y a des personnes déplacées à l'intérieur du pays, qu'en est-il des minorités ethniques? Donc, il faut bien comprendre la situation des groupes vulnérables dans les zones cibles du projet. Et il faut faire attention si ces groupes sont affectés de manière négative par le projet. Aussi, ils ont la capacité limitée à tirer des bénéfices des projets. Depuis, en relation à la santé et sécurité
et sécurité des communautés. Il y a les questions de santé, conflit entre l'homme et la vie sauvage et l'application de la loi. Ici, par exemple, si on a un projet que veut améliorer la vie sauvage, c'est possible qu'il y a plus d'encontres entre l'homme et la vie sauvage comme résultat d'un projet. Et donc, ça, c'est un risque de projet que ça peut allocate pardon, sous cette norme. OK, le cas en action, pour vous donner un exemple, pour les risques et déclencheurs, par exemple, il y a les impacts négatifs de l'application de la loi et de patrouiller, la utilisation inutile de la force et conditions dangereuses pour les gardes forestiers et la population locale. Donc, il faut penser des mesures d'atténuation et ici, nous vous présentons quelques exemples. Par exemple, assurez-vous que tous les mécanismes de responsabilité et de signalement des abus seront en place. Assurer la formation et le renforcement de capacités, aussi des femmes, possibilité de développement des compétences, afin d'accroître autonomie et confiance pour reconnaître les comportements abusifs et signaler les cas de violence à l'égard des femmes. Et pour fournir aux institutions concernées des formations et des ateliers sur sauvegarde des gardes forestières, engagement communautaire et questions de droits de l'homme liées à l'application de la loi sur les aires protégées. Et ces exemples que vous verrez ici sont seulement l'exemple. Ce sont possibilités de mesures d'atténuation, mais il y a plus possibilités et chaque situation. Dans chaque situation, il faut décider mesures d'atténuation qui sont adéquates pour le contexte culturel et la situation. Et ici, ce qu'on voit, la différence dans les cadres des processus et plans d'action selon les normes de l'OICN. Il y a ici les cadres et en droite les plans de gestion ou d'action. Et pour cette norme des risques environnementaux et sociaux potentiels, y compris les normes, et si les activités du projet, on ne connaît toutes les activités, il faut préparer un cadre de gestion. Si on déjà connaît à toutes les activités, il faut préparer un plan de gestion qui est un peu plus spécifique. Non? Donc, ces deux sera les outils d'utiliser pour les risques généraux, environnementaux et sociaux de cette norme. OK, ici, je vais faire une pause pour questions ou exemples que vous peut-être voulez partager avec nous. Merci. Merci, Monica, pour cette première présentation. Maintenant, avant d'entamer le module 3, nous invitons tous les participants à partager leurs questions ou des exemples. Et comme ça, Monica pourra y apporter des éléments de réponse. Et de préférence, merci de soumettre ces questions-là dans le chat. Monica, je vois que pour le moment, nous n'avons pas encore de questions venant de nos participants. OK, je continue donc? Oui. OK, très bien. Et on commence avec le module 13, c'est sur les restrictions d'accès. Comme j'ai dit avant, il y a une norme sur le resettlement involontaire et les restrictions d'accès.
Ici, il faut penser à les changements dans l'utilisation actuelle des terres et des ressources des communautés locales, les implications sur les moyens de subsistance des populations, actions involontaires, c'est nécessaire la réinstallation, mais la réinstallation, normalement, dans les projets de UCN, on ne voit pas ça. Et les restrictions d'accès, oui, ça c'est un risque qu'on voit souvent dans les projets de conservation, spécialement quand on travaille avec les aires protégées. Autrefois, un exemple ici, pour les restrictions d'accès, dans un projet, il y avait des restrictions d'accès de la collecte d'eau parce que les rangers patrouillent dans la marée et découragent les membres de la communauté de laver le linge ou de se livrer à d'autres activités similaires. Et puis, les mesures d'atténuation puis incluer quelque chose comme introduire des initiatives de collecte de l'eau de pluie pour fournir une source alternative d'eau propre aux familles, ce qui leur permettra de réduire le temps consacré à la collecte de l'eau, en particulier pour les femmes. Et autrefois, seulement pour vous donner un exemple, il y a autre possibilité, mais dans ce projet, ces mesures d'atténuation pouvaient être adéquates pour la situation. Autrefois, le même diapositive, mais maintenant, on garde les normes sur les restrictions d'accès ici. Et autrefois, il y a un cadre et il y a un plan. Le cadre, il faut développer si on ne peut on ne peut pas encore savoir tous les impacts spécifiques. Et donc, ce cadre de processus est plus sous les processus qu'il faut suivre pendant la mise en œuvre du projet, montre dans le plan d'action visant à atténuer les effets des restrictions d'accès. Les impacts déjà sont plus clairs. Elle peut faire des mesures d'atténuation plus spécifiques pour éviter les impacts négatifs ou compenser. Autrefois, s'il y a les questions ou exemples pour vous. C'était un module bref. OK. Je ne vois pas les questions dans le chat. Donc, je vais continuer. Bien. Le module 4, les populations autochtones. Il y a beaucoup de peuples autochtones du monde entier. On voit sur cette carte qu'il y a tout le monde, les peuples autochtones. Et pour ça, est bien probable qu'un projet de conservation se trouve dans une zone avec des peuples autochtones. Et pour ces peuples autochtones, il y a considéré beaucoup de choses. Et les normes s'appliquent quand le projet a lieu sur les territoires ou les terres des populations autochtones et il y a un impact potentiel sur les populations autochtones, positif ou négatif. Et ça veut dire que quand il y a un projet dans une zone avec les populations autochtones, même si le projet n'a pas des impacts négatifs, le norme s'applique. Il faut considérer cette norme, il faut préparer les documents en respect à cette norme. Les populations autochtones ont le droit à l'autodétermination. Et il faut prendre en compte les conditions, droits et besoins spécifiques de la propriété intellectuelle dans la planification et la mise en œuvre des projets. Il faut aussi comprendre très bien l'identité sociale et culturelle, les traditions et les institutions, et il faut respecter tout ça.
c'est que il y a outils différents pour prendre en compte cette norme. On peut faire une analyse sociale comprenant une consultation significative avec les représentants légitimes des communautés indigènes pour évaluer les impacts potentiels. Est possible qu'il faut modifier la conception du projet pour éviter les impacts ou, si l'évitement n'est pas possible, développer mesures d'atténuation des impacts. Et il faut aussi développer un plan pour les populations autochtones avec des mesures d'atténuation culturellement adaptées. Et ce plan des populations autochtones est aussi important que les peuples autochtones ont un accord avec ce plan. Autrefois, cette diapositive, maintenant, on garde le norme relatif aux populations autochtones. Autrefois, il y a ou un cadre, un plan pour les populations autochtones, indépendance de si on déjà connaît toutes les activités et donc on peut déjà identifier tous les risques et impacts de ces activités. Autre exemple, un risque est par exemple que les groupes de peuples autochtones sont affectés par la restauration, qu'il y a le risque de perte d'accès à la terre, aux moyens de subsistance et à la culture. Et quelques mesures d'atténuation exemplaires sont la gouvernance coutumière engagée dans le cadre des activités de restauration, les peuples indigènes dirigent la gestion et le suivi. Et tout ça, il faut incorporer dans les pratiques culturelles. Non, il faut incorporer les pratiques culturelles dans la conception du projet. Autrefois, question ou exemple, et maintenant je vois quelque chose dans le chat. OK. La question est si on peut avoir un exemple de plan de gestion environnementale et sociale ainsi que le cadre de gestion. Et Jenny, je ne sais pas si il est possible de partager un bien exemple d'un plan déjà dans ce moment. Je crois que l'étape maintenant est le développement de notre conception, non? Jenny? I need to answer in English. So I shared the link to the resource page in the chat with all of the examples of the tools and plans that can be used for this. If you can translate that, please. Bien sûr, Jenny a dit qu'elle a partagé le link à la page d'Internet où on peut trouver les exemples et aussi conseils d'orientation sous les sauvegardes WCN. J'espère que ça répondra à la question. Oui. On voit le link ici. OK. Donc, je continue. Module 5 sur héritage culturel ou patrimoine culturel. C'est important de comprendre qu'il y a trois types de patrimoine culturel. Patrimoine mobilier ou immobilier, objets ou structures. Ressources immatérielles comme pratiques, connaissances ou techniques traditionnelles. Et aussi sites naturels ou paysages ayant une valeur historique, archéologique, culturelle ou spirituelle. Donc, il ne se traite seulement des patrimoines physiques, culturels, mais il se traite aussi de patrimoine intangible. Et ça, c'est important de comprendre.
Une question de risque sur les dommages, par exemple les travaux d'infrastructure, mineurs, inondations, mouvements de terre. Et ici, les étapes clés sont la sélection du site avec une diligence raisonnable comprenant la consultation de la communauté pour vérifier l'existence potentielle des ressources culturelles en cours. Et les contrats de travaux civils prévoient une procédure en cas de découverte accidentelle. En anglais, ça s'appelle chance find, pour assurer que dans la situation où on trouve un patrimoine culturel pendant la mise en œuvre d'un projet, il y a une procédure à suivre pour assurer qu'il n'y a pas de dommages. Autre question de risque, la restriction de l'accès au patrimoine culturel, ça c'est très important. Et une autre question de risque, les avantages économiques des ressources culturelles. Ici, on voit les 4 standards. Cette diapositive n'est pas traduite ici, je m'excuse. Et on voit la norme sur l'héritage culturel, avec le requériment d'y avoir un processus pour la situation de chance find procedure, chance finds. Un exemple, risque déclencheur, restriction d'accès aux sites culturels et mesures d'atténuation peut inclure réaliser des évaluations de la gouvernance afin d'identifier l'impact et les risques associés. En collaboration avec les communautés affectées, élaborer des dispositions pour le maintien des droits d'accès, ou renforcer les mécanismes de réclamation existants en développant les capacités et en facilitant l'engagement des parties prenantes pour permettre de rendre compte de l'impact. Autrefois, il y a question ou exemple. Je ne peux plus voir cette... Ah, maintenant oui. Non, je ne veux pas les questions, donc je continue. Module 6, la conservation de la biodiversité. Comme vous savez, la biodiversité, c'est la variété de toutes les formes de vie, mais aussi les projets de biodiversité, de conservation de biodiversité peuvent avoir les impacts négatifs à la biodiversité. Par exemple, dans les zones à haute valeur de biodiversité, par les routes d'accès autour de Gouet, dans les projets d'écotourisme, ça c'est un exemple. Risques liés aux espèces exotiques envahissantes, l'introduction planifiée, par exemple, par la restauration des forêts au changement climatique ou non planifiée. L'acquisition de produits de base issus de ressources naturelles peut contribuer à la conversion ou à la dégradation significative des habitats naturels. Et il y a aussi un risque lié à l'utilisation des pesticides. Un autre exemple, impact sur la faune, par exemple, pour la surveillance nocturne, l'utilisation d'avions ou des véhicules pour la surveillance et des mesures d'atténuation qu'on voit ici sont bien spécifiques. Par exemple, réduisez l'utilisation des lumières la nuit pour éviter de gêner la faune, respecter l'altitude minimale de 300 mètres lors de survol, minimiser l'enlèvement de la végétation pendant les opérations, mettre en place des mesures de collecte et d'élimination des déchets tout au long des opérations et assurer que les routes d'accès aux zones de surveillance doivent être limitées à des chemins prédéterminés. Autrefois, maintenant, on voit que c'est le norme de biodiversité et conservation. Et ici, s'applique cette norme, il faut développer un plan de lutte antiparasitaire. Je ne sais pas si ça c'est le terminus correct en français, ça c'est que j'ai trouvé. Question ou exemple. Maintenant, je peux voir 2 entrées ici dans le chat. Il y a une
question, expliquer quelques des moyens écologiques pour éviter la perte de l'accès à la terre sans faire déplacer les paysans dans leur territoire. Et aussi, je crois que ça c'est la même question. Je crois le même, oui. Oui, il l'a reformulé. Oui. Donc, si nous imaginons que nous avons un air protégé et il faut appliquer la loi un peu plus strictement, nous avons eu cet exemple avant de utilisation d'eau. Et ici, on a rencontré qu'on peut offrir à l'agent une alternative pour la collection d'eau afin que les communautés ne dépendent trop à les ressources dans l'air protégé. I'm struggling to just explain this in French, Jennifer, if somebody can come to my help. Il y a une différence entre le déplacement physique et le déplacement économique, je peux dire. Le déplacement économique, ça veut dire quand les personnes n'en peuvent plus accéder les ressources qu'ils ont besoin pour son moyen de subsistance. Le déplacement physique, ça veut dire qu'il faut vraiment déplacer la communauté parce qu'il faut dommager le lieu où ils habitent pour construire quelque chose. Donc, il y a cette différence dans le déplacement économique et physique. Beaucoup de cas, les projets de conservation de ce type soutenus par UICN, il y a la situation qu'on veut le déplacement économique. Et donc, il faut identifier les mesures d'atténuation pour offrir alternatives à les personnes affectées avec l'objectif qu'ils ne plus dépendent de cette ressource. Oh, we had a very friendly offer from Judith to translate answers into French if needed. Sorry. Oui. Yes. Nous avons eu la question si quelqu'un peut intervenir sur la question. Oui, bien sûr. Je ne sais pas qui est Technopop 4 qui a demandé d'intervenir sur la question. Vous êtes invité d'intervenir. Technopop, peut-être que votre micro est désactivé. Jenny, je pense que vous pouvez continuer. Il me semble qu'il n'est pas... I will try to answer the question in English in the chat. I will do that now. Thank you. I can try to, perhaps we can do a translation. I can try to, I don't know, Monica, if you can translate, or maybe Judith.
Yeah, go ahead. I'll try. If I get stuck, Judith could come to my help. That would be very much appreciated. Okay, thank you. So thank you for the question. This is exactly the kind of mitigation measure that we can design as part of project activities. So for example, the case of restricting access to clean drinking water and fertile land for growing crops. We were able to, in a previous project, to set up rain harvest initiatives to collect rainwater, and also to create zones and gardens for grazing and crop growing, orchards, vegetable gardens, etc. So there are mitigation measures, natural strategies we can develop to mitigate any negative impacts from displacing farmers from their land. But ideally, we wouldn't. BioPAMA does not fund projects that involve displacement, and we wouldn't fund that. I hope that can be translated either in the chat or. Yeah, I would struggle to translate water harvesting techniques. If Judith Baala wants to take this translation, I would be very grateful. I will type it in English in the chat, and maybe we can translate it to French. Okay, thank you. Should I then just continue while you type, or should we wait for the response? She doesn't have the microphone access. Okay, I will type it in the chat, and then Judith, if you can translate my answer to French there, that would be great. Thank you. Okay. Thank you. Donc, moi, je continue. Module 7, ça c'est le dernier module. Ça c'est sur les documents et SMS pour bien faire les choses. Ici, on peut voir le cycle de projet de subvention BioPAMA et de taille moyenne. Donc, ça, c'est le taille où vous avez préparé notre concept. Le cycle commence ici avec l'appel à projet. Depuis, il faut développer notre concept. Et vous avez reçu 6 questions pour l'ISMS déjà avec, pour développer notre concept. Depuis, le prochain pas est l'évaluation de notre concept et la révision des réponses aux ces questions pour l'ISMS. Et aussi, ça inclut la vérification et inclusion des outils de l'ISMS. Si présélectionné, on peut développer la proposition complète et on va évaluer cette proposition complète. Depuis, suivent la sélection de subventions, l'accord de subvention et la mise en œuvre. Pendant la mise en œuvre, l'équipe BioPAMA est responsable pour la supervision de l'implémentation de l'ISMS et les bénéficiaires sont responsables pour le suivi de l'ISMS. Et depuis, on fait une évaluation de l'effectivité de l'ISMS. Et comme ça, se ferme le cycle de projet. Vous trouvez maintenant dans l'étape de développement de notre concept et les prochains pas seraient l'évaluation, le développement de propositions complètes et tout ça. Et avec la proposition complète, si on trouve qu'il y a les risques modérés, il faut aussi développer le plan de gestion environnementale et sociale. C'est encore un peu prêt pour discuter ces sujets.
Cette diapositive, c'est seulement pour vous montrer qu'il y a tout type d'informations sur le portal de UICN. Il y a les manuels de l'ISMS sur les principes, les résumés des normes, les notes d'orientation, avec documents sur sujets différents, le mécanisme de règlement des greffes, avec un outline, la structure d'un plan de gestion environnementale et sociale, et aussi les modèles, rapport de screening, autorisation et tout ça. Et bien sûr, on trouve aussi les documents sur le contenu des 4 standards, les standards même, mais aussi les notes d'orientation. Basiquement, on peut dire que la révision des notes de conception, on considère différents sujets. Et une de ces sujets qui est très important, ça c'est le processus d'engagement des parties prenantes pendant la conceptualisation du projet. Si on avait fait une identification et analyse des parties prenantes pour comprendre l'influence et risque et qui est affecté pour le projet. Et aussi pour comprendre le degré et caractère inclusif des consultations lors de la conceptualisation du projet. Depuis, on considère les impacts potentiels liés aux standards ISMS, les conditions qui déclenchent les normes, quels sont les risques concrets liés à des conditions, les concepts de projet comprennent les mesures d'atténuation des effets négatifs, et aussi s'il y a-t-il des lacunes dans les données qui nécessitent une évaluation plus approfondie. Donc, quand ils trouvent dans la révision qu'il y a un sujet bien sensible, est possible qu'on va demander une évaluation un peu plus approfondie pour comprendre très bien cette situation. Autres risques sociaux ou environnementaux, par exemple discrimination, cohésion sociale, santé, sécurité, conflits entre l'homme et la faune, les risques environnementaux comme par exemple déchets, pollution, émissions. Et aussi, c'est le concept de projet comprend des mesures d'atténuation des effets négatifs. Ça, c'est important réellement parce que si on a conceptualisé un projet avec des risques négligibles, il faut encore inclure pour les petits risques qu'il y a, il faut inclure les mesures d'atténuation dans le full proposal. Dans le, je ne sais pas, full proposal. Proposition complète. Oui, merci beaucoup. Et enfin, il y a les risques liés au changement climatique. Il faut considérer si le projet augmente-t-il la vulnérabilité des communautés et des écosystèmes aux impacts du changement climatique, ou si le changement climatique risque-t-il de remettre en cause la faisabilité technique du projet. Ça, c'est la dernière sujet qu'on parle, mais parce que c'est très important, on prend un peu plus de temps pour ça. Ça, c'est l'identification, l'analyse et l'engagement des parties prenantes. C'est très important de comprendre qui sont les parties prenantes dans la zone cible du projet. Et pour faire ça, on peut par exemple développer une matrice comme ça, avec une liste de toutes les parties prenantes sous intérêt qui nécessitent l'impact ou l'influence au projet, mais aussi les impacts et influences du projet. Et depuis, comment les engager pendant la
la planification du projet et depuis pendant la mise en œuvre du projet. Ici, on voit des différentes manières pour engager les parties prenantes. Vous voyez qu'il y a un niveau que ça croître de 1 à 4. C'est peut-être avec un projet divulguer l'information à toutes les parties prenantes dans la zone cible de projet. Mais aussi, il faut considérer de faire quelque chose de plus, non seulement la divulgation d'informations, mais aussi à consulter les parties prenantes, et spécialement les parties prenantes qui pourraient potentiellement être affectées par le projet. S'il y a les parties prenantes qui probablement sont affectées négativement du projet, il faut les engager, mais d'une manière participative, afin qu'ils peuvent contribuer à la conception et à la mise en œuvre du projet. Et au fond, nous avons les peuples autochtones et pour cette groupe de parties prenantes, il y a un règlement spécial qu'ils ont le droit de le consentement libre, informé et préalable. Et donc, il faut suivre un processus pour assurer qu'ils ont reçu toute l'information, qu'ils ont eu consulté, qu'ils peuvent participer et qu'ils donnent le consentement à les activités planifiées. Ça, c'est tout de mon part. Et je vous remercie pour la patience avec mon française. Merci. OK, je vois que nous avons eu une nouvelle question. Si la présentation sera-t-elle accessible, je crois que, je ne sais pas, Jenny, si on peut partager la présentation depuis. Oui. OK. Already answered this question in English, actually. OK. Et une autre question, quelle différence entre le suivi et la supervision de l'ISMS? Donc, I already answered it too. Ah, OK, perfect. You see it there. Ça, c'est tout que je vois ici. Je ne sais pas si nous avons eu autre questions ici dans le chat. Je pense que dans le chat, c'est tout pour le moment. Peut-être s'ils ont d'autres questions, ils peuvent les partager. Ah, si, je ne sais pas si on a répondu à cette question, Jenny, en anglais. Tu peux voir la question, Jenny? Oui, oh, yes, I answered this. So I answered in English. I said the monitoring is carried out by the grantee and supervision is the task of IUCN and BioPAMA team. If it can be translated. OK, là, je peux peut-être aider. Merci. Voilà, Jenny, pour cette question-là concernant le suivi et la supervision, le suivi est à la charge du partenaire qui met en œuvre le projet sur le terrain, mais la supervision revient à l'équipe de BioPAMA ou l'équipe de l'ICN qui se charge de superviser si le plan de gestion des risques a été bien mis en œuvre. Et si je comprends bien, Jenny, et aussi que les bénéficiaires, il faut préparer les rapports techniques
comme une part de suivre le ISMS, montre UICN révise ses rapports techniques pour comprendre s'il y avait les nouvelles considérations de sauvegarde. Ça, c'est vrai comme ça, Jenny? Oui. Là, Monica, pour ce qui concerne les projets du Fonds d'action de Biopama, il y a un template pour le rapportage du plan de gestion des risques des ISMS. Et après chaque rapportage, le partenaire doit remplir cette section-là en nous disant est-ce que les mesures d'atténuation étaient mises en œuvre et le niveau d'exécution de ces mesures d'atténuation. Après chaque rapportage, il y a le partenaire qui renseigne cette partie-là. C'est un template qui est intégré dans tous les rapports techniques des projets du Fonds d'action. Peut-être que Jenny voudrait apporter d'autres clarifications. Mm-hmm. Merci. Monica? Are you there? Yeah, I'm here. Is this yeah? I wanted to check, do you have the slide on the project cycle? I think it shows I can go back there. Cycle de projet de subvention. Maybe this is the slide. There. This one? Exactly. Yes. The suivi is from the bénéficiaire and the is the équipe Biopharma. Yeah. Oui. Et suivi, ça veut dire parce que s'il faut développer les mesures d'atténuation, il faut aussi identifier les indicators, les indicateurs pour monitorer les risques et l'implémentation des les mesures d'atténuation. Donc, part de suivi pour les bénéficiaires, ça c'est monitorer ces indicateurs et inclure les indicateurs dans les rapports techniques. Et l'équipe Biopharma donc révise ces rapports techniques pour voir si l'implémentation, si tout va bien pendant l'implémentation. I see a question on the grievance mechanism from Judith. We do have a grievance mechanism. It's handled via email, and I will just now post a link on the grievance mechanism. Rushir, I think we had this question earlier too, right? Oui, peut-être on peut aussi dire qu'il y a ces mécanismes généraux des griefs de UICN, mais c'est très utile d'avoir un mécanisme local pour le projet qui est accessible à tous les parties pertinentes. I just posted the link to the grievance mechanism, unfortunately only in English. Les autres documents, Jenny, il y a les documents en français aussi? Ou... Oui, tous les documents sont disponibles en français, mais le grievance mechanism seulement en anglais. Ok. I think we answered them. I think we have answered everything. Maybe. Yes, we have. I think so. I don't see this one new message.
We have covered all of them, I think. Ben, do you know that? No, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Okay. Peut-être s'ils ont d'autres questions, sinon je pense qu'on a couvert toutes les questions. Mm-hmm. Okay. À tous les participants, avez-vous d'autres questions? Mm-hmm. Je pense qu'ils n'ont pas de questions. So please, please reach out by email. Il y a une question de George. Okay. Mm-hmm. George. George, est-ce que vous voulez parler ou typer? This one, peut-on avoir un exemple de plan de gestion? This one? Bonsoir à tous. Mm-hmm. Bonsoir. Oui, voilà. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une question qui n'a pas été répondue. La question sur qui doit rédiger le document ESMS là. Est-ce que c'est en interne qu'on doit rédiger ou bien c'est une personne externe qui doit rédiger ça afin qu'on associe ça au document des projets? C'est ça la question. D'accord. Là, je pense que je peux aider. Georges, pour le document de ISMS, si vous faites allusion à ce présent appel à projet, là, ce que vous devez faire pour la note conceptuelle, il y a 6 questions. Vous devez répondre à ces questions-là. Et maintenant, si vous êtes présélectionné pour soumettre une proposition complète, vous devez compléter un tableau. Et sur ce tableau, vous allez définir les risques que vous avez identifiés. Est-ce que ce sont des risques moyens, élevés ou des risques faibles? Et de dire les mesures d'atténuation que vous avez prévues. Ça, c'est pour la note complète, pour la proposition complète. Et une fois, si votre projet est choisi et vous devez le mettre en œuvre, la Biopama va vous fournir un template et que vous allez compléter et nous envoyer. Là, à notre niveau, nous allons revoir le document et vous appuyer pour que vous puissiez élaborer ce document-là. Le plan de gestion des risques environnementaux et sociaux. C'est par étapes. Mais pour le moment, pour la note conceptuelle, vous ne devez que répondre à 6 questions. Et ensuite, par la suite, nous allons vous expliquer à chaque étape ce que vous devez faire. En espérant que j'ai répondu à votre question. Merci, Madame Diakité. Merci beaucoup. So, Jenny, I just wanted to check, were you able to see all of the translated questions in the chat? Yes, I was. And I think we have them all except for this last one, which you have just translated. Policies. I'm not sure I understand this question. The main policy for this is the ESMS policy, this framework. I will put the link, but maybe I don't understand the word politique. Quelque politique de la conservation. Does it mean? That's correct. The policy is correct. Yeah, it should be correct, right? Yes. So we have developed this ESMS policy for these cases. I will share the link. I don't know if I understand correctly. No, maybe Je pense que the question is not very clear in French and in English also. If he can ask it again. Technopop, est-ce que vous pouvez reposer les questions? Vous pouvez parler également, si possible.
Allô? Oui, ça c'est bon. Oui, bonsoir, bonjour. Allô? Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Je commence à remercier l'équipe en général. En fait, moi, j'avais quelques inquiétudes par rapport à l'explication. J'ai analysé qu'au niveau des différentes politiques que l'UICN a élaborées, je n'arrive pas réellement à comprendre ces différentes politiques. Est-ce que si toutefois vous pouvez revenir tout en listant ces différentes politiques, pour moi, ça me fera plaisir, quoi. Ben, can you translate, or Judith, or someone? Thank you for the question. Merci pour la question. Ouais, Il ok, sait- j'ai même envoyé la question, j'ai écrit la question, j'ai envoyé, mais comme je ne sais pas, ça n'a pas été vu, quoi. J'ai dit lister quelques politiques de la conservation d'un projet de conservation et restauration de faune à bout de souffle que l'UICN a élaboré pour ces cas. Okay. He asked if we can share some policies implemented by ICN for ESMS questions. Okay. He said that he don't understand very well the policies. Yes, the policies are quite difficult. Can you share your email, and we can send you some of these links also in French? If you can put your email, I will share these with you. Technopop, si vous pouvez nous envoyer votre email, comme ça elle va partager quelques documents avec vous afin de répondre à cette question-là. Vous pouvez D'accord, envoyer pas de votre problème. mail sur le chat. D'accord, je peux envoyer le mail. Ok, merci. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Ok. Okay, I think if there are no more questions, we can wrap up. But Ben, do we have more questions? I think we have everything, no? No, I think it's okay. Okay, Monica, something from you? No, just that I just saw that we've received the email address in the chat, so maybe we should copy it out before we close the meeting. I have it, yeah. Merci beaucoup et bonne chance avec le projet. Monica, Merci beaucoup. to you. Merci beaucoup à tous. Et je m'excuse que je ne toujours rencontre les mots. Juste. Non. Pas grave. Merci, Merci. Ben. Merci, Merci à Rochelle. tous. Merci à Merci. tous. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Merci tout le monde. Merci. Au revoir.